بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode d'une longue série d'épisodes intitulée Questions-réponses méditant ensemble. Le thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, est l'origine de l'univers. Le problème des origines de l'univers est probablement le sujet le plus mystérieux et le plus complexe qui soit, et ce depuis la nuit des temps. Toutes les civilisations sans exception se sont interrogées à ce propos pour essayer de comprendre la nature de cette création. Des hypothèses incroyables ont été avancées, des théories extravagantes furent émises, mais jamais aucun homme n'a réussi à ce jour à dévoiler la réalité de ce phénomène. L'événement est resté ininconnu du monde occidental jusqu'au XXe siècle. C'est là l'histoire invraisemblable du plus colossal phénomène que l'univers ait connu, l'une des marques déterminantes de la toute-puissance divine. Aujourd'hui, de nombreuses théories sont émises concernant la création de l'univers. Les spécialistes et les scientifiques occidentaux se sont mis en accord matériellement pour accepter une seule hypothèse concernant l'origine de l'univers, unanimement appelée le Big Bang. Avant de commencer cette analyse, mes frères et sœurs, je demande à Allah Ta'ala wa Tabaraka de nous faciliter la compréhension de ce qui va suivre, ainsi que de compter cette œuvre parmi une œuvre purifiée de tout shirk. Et par la même occasion, je rappelle à mes frères et sœurs en Allah que toute parole véridique ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout oubli, erreur ou omission de ma part ne provient que de moi ou de Shaitan. Qu'Allah me facilite. Amin. Pour commencer notre première phase d'observation, étudions déjà l'origine de l'univers. Est-ce que celui-ci est-il stable ou continu? A-t-il été créé ou bien est-il incréé et éternel? Voici certainement des questions que nous nous sommes déjà posées sans jamais vraiment avoir de réponse crédible, étant donné que la science moderne elle-même ne peut être sûre des résultats à 100%, mais émet des théories logiques avec preuves matérielles. Nous allons voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah, que les scientifiques du XXe siècle étaient en contradiction sur l'origine de l'univers et que certains prétendaient que celui-ci était fixe et statique, pendant que d'autres prétendaient qu'il a bien eu un commencement et qu'il est en expansion perpétuelle dans le vide. Il y a un siècle de cela, la création de l'univers était un concept que les astronomes ignoraient en tant que tel. L'idée communément admise était celle d'un univers éternel. En examinant l'univers, les scientifiques supposèrent qu'il s'agissait simplement d'un agrat de matière et s'imaginèrent qu'il n'avait donc pas de commencement. L'idée d'une création n'existait donc pas à proprement parler, c'est-à-dire celle d'un moment où l'univers et tout ce qu'il contient commença à exister. Issu de la philosophie matérialiste, s'accorde particulièrement bien sûr avec ce concept de l'existence éternelle. Nous vivons au sein d'un grand mystère. Un mystère appelé univers. Nous sommes capables de le mesurer, de l'analyser, de l'observer et même de l'explorer. Mais qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il commencé? Pourquoi et comment pourrait-il finir un jour?
Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome. Incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit. En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont les premiers moments d'existence, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. Il y a un siècle de cela, la création de l'univers était un concept que les astronomes ignoraient en tant que tel. L'idée communément admise à cette époque était celle d'un univers éternel. En l'examinant l'univers, les scientifiques supposèrent qu'il s'agissait simplement d'un agrégat de matière et s'imaginèrent qu'il n'avait donc pas de commencement. L'idée de création n'existait donc pas à proprement parler, c'est-à-dire celle d'un moment où l'univers tout entier et ce qu'il contient commença à exister. Les diverses notions européennes issues de la philosophie matérialiste s'accordent particulièrement bien avec cette conception de l'existence éternelle. Cette philosophie, soutenue originellement par les Grecs, a avancé que la matière était la seule chose qui n'ait jamais existé dans l'univers, que l'univers avait existé depuis l'éternité et qu'il existera toujours. Cette pensée, qui a survécu sous différentes formes durant l'époque romaine, a néanmoins connu un déclin à la fin de l'Empire romain et au début du Moyen Âge, causé par l'influence montante de l'Église catholique et de la pensée chrétienne. Ce n'est qu'après la Renaissance que le matérialisme commença à ressurgir et à se revivifier chez les savants et chez les scientifiques européens, en grande partie grâce à la découverte de la philosophie de la Grèce antique. Nous sommes maintenant en 1915 et Albert Einstein vient tout juste de découvrir la relativité générale. Quand il applique sa loi à l'univers entier, le savant est surpris et déçu en même temps. D'après ses calculs, l'univers devient terriblement instable et semble prédestiné à l'autodestruction. Sous l'effet de l'attraction universelle, les étoiles et les autres objets s'attirent et finissent par imploser. Or, Einstein n'apprécie pas l'idée d'un univers instable et temporaire. Au début du XXe siècle, comme la majeure partie de la communauté scientifique, il considère que l'univers est statique et éternel. De son côté, un mathématicien russe, Albert Friedman, ose une nouvelle approche, se basant sur les travaux de la relativité d'Einstein. Sans prendre en compte la constance cosmologique, il en arrive à la conclusion que l'univers est dynamique, en expansion et il est né d'une explosion initiale. L'idée d'un univers en expansion ressurgit quelques années plus tard en la personne de Georges Lemaître, et cosmologique belge. Il s'intéresse à l'histoire de l'univers et conclut que celui-ci a débuté sous la forme d'une petite région compacte qui s'est ensuite dilatée pour devenir l'univers que nous connaissons. En bref, Lemaître décrit pour la première fois... Le Big Bang, c'est un moment explosif qui s'est déroulé il y a 13 milliards et 820 millions d'années, à partir d'une particule élémentaire qui est 1 milliard de fois plus petite que le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc c'est une toute petite particule. À cette époque-là, donc, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, une explosion se produit à partir d'un vide primordial que l'on peut à peine imaginer. Et cette explosion, elle engendre en 3 minutes la formation de tous les noyaux d'atomes d'hydrogène. Vous voyez, dans ce verre d'eau, il y a des atomes d'hydrogène, c'est H2O donc, et donc les atomes d'hydrogène sont composés d'un noyau et d'un électron qui tourne autour. Or, tous les noyaux d'atomes d'hydrogène de tout l'univers, c'est-à-dire 98% de la masse de l'univers, ont été fabriqués dans les 3 premières minutes de vie de l'univers. Et plus jamais après, parce que la température est tombée trop bas, en dessous d'1 milliard de degrés. Alors qu'au moment du Big Bang, 3 minutes avant, elle est encore de 100 000 milliards de degrés. Vous imaginez cette température inouïe, mais c'est celle qu'il faut pour fabriquer des noyaux d'atomes d'hydrogène. Donc voilà, ça part de cette explosion. Cette énergie, elle se déclenche dans le vide. La grande question qui se pose, mais d'où vient cette énergie? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Comment se déclenche-t-elle? Pourquoi se déclenche-t-elle dans le vide? Après cela, la théorie du Big Bang gagna du crédit auprès de la communauté scientifique internationale, et ce, jusqu'à la découverte récente de résidus de poussière cosmique laissés par l'explosion du Big Bang il y a plus de 15 milliards d'années. Résidus détectés par le satellite COBE en 1989 par une des équipes de la NASA.
Il n'a fallu que 8 minutes pour que les instruments efficaces du satellite détectent et confirment les niveaux de radiation. Ces découvertes ont démontré néanmoins l'existence d'une forme dense et très chaude, résiduelle de l'explosion à partir de laquelle l'univers entier fut créé. Un bon nombre de scientifiques ont reconnu que le COBE avait détecté les restes du Big Bang avec succès, ce qui écarta toute supposition d'un univers incréé et éternel et confirma la théorie du Big Bang, ce qui soutient donc que notre univers a un commencement. Que s'est-il passé durant la première seconde de l'univers juste après le Big Bang? Eh bien, il s'est probablement passé plus de choses durant cette courte période que pendant tout le reste de l'histoire de l'univers. À partir du mur de Planck, le bouillonnement quantique de l'univers a donné naissance à l'espace, au temps, à la matière et aux forces qui régissent encore aujourd'hui les lois de l'univers. Voici la théorie du Big Bang. Tout est parti d'une seule explosion cataclysmique. Un grain à peine plus gros qu'un atome et extrêmement chaud a engendré la matière, l'espace et le temps. Dans la première microseconde, l'univers se dilate pour atteindre la taille d'une galaxie. C'est une véritable soupe de particules qui gonfle sans cesse. Elle est si brûlante que l'énergie engendre spontanément la matière et l'antimatière. Elles s'anéantissent mutuellement, puis tout recommence. La matière ne l'emporte sur l'antimatière que d'1 milliardième. La matière finit par dominer notre univers, protons, neutrons, électrons. Les collisions reproduisent, l'espace d'un instant, les particules subatomiques qui régnaient en abondance juste après le Big Bang. Le voile se lève peu à peu sur cet univers opaque. En 1965, Robert Wilson et Arno Penzias détectent le premier rayonnement de l'univers visible. Le cornet qui se trouve derrière eux capture un rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions. C'est un écho du Big Bang refroidi à moins 270 degrés Celsius. Comme l'univers s'est refroidi, ce signal, en ultraviolet à l'origine, s'est décalé vers les ondes millimétriques. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Voici COBE, l'explorateur du fond diffus. Il donne un sens au rayonnement millimétrique. Comme un thermomètre ultrasensible, COBE prend la température de l'univers. Il soustrait d'abord celle du système solaire, puis celle de la Voie lactée. Ce qui reste, c'est la carte de la température originelle. De ce premier rayonnement de l'univers visible, on obtient la preuve qu'une structure primitive a émergé. Par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang et il y a qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Un être humain a un code ADN. Eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non. Un petit voyage en arrière et comprenant, Inch'Allah, comment on a pu faire cette transition entre la pensée matérialiste et entre les résultats scientifiques et les nouvelles retombées scientifiques qu'on a eues de jour en jour et d'année en année plutôt. En tout cas, ce n'est qu'après la Renaissance que le matérialisme commença à ressurgir et à se revivifier chez les savants et scientifiques européens, en grande partie grâce à la redécouverte de la philosophie de la Grèce antique. C'est Emmanuel Kant qui fut le premier à réaffirmer et à défendre le matérialisme durant la révolution culturelle en Europe. Kant affirma que l'univers existait de tout temps et que chaque probabilité, même improbable, devait être considérée comme étant possible. Les disciples de Kant continuèrent à défendre l'idée d'un univers éternel sur la base du matérialisme. Au début du XIXe siècle, l'idée d'un univers sans début et sans véritable création fut généralement acceptée. En effet,
Un nombre de penseurs tels que Karl Marx et Friedrich Engels défendirent ardemment cette pensée dans leurs œuvres. Cette notion d'un univers infini prit de l'ampleur avec l'avènement de la pensée athée. Rien n'est plus simple à expliquer. En effet, croire en un début de l'existence de l'univers impliquerait forcément qu'il a été créé. De même, cette création requiert la présence et l'existence d'un créateur, en l'occurrence Allah subhanahu wa ta'ala. Il était donc bien plus concevable et plus sûr pour eux de nier cette notion de création, même s'ils n'avaient pas la moindre preuve qui soutenait leur hypothèse. Georges Politzer, qui, du reste, épousa et défendit cette conception dans ses livres au début du XXe siècle, était un fervent adhérent du marxisme et du matérialisme. Dans sa thèse sur la notion d'univers éternel, Politzer pensait faussement que la science était de son côté, alors qu'en fait, la science allait prouver que l'univers avait un commencement. Ainsi, et comme le dit lui-même Politzer, la création implique l'existence d'un créateur. En tout cas, la théorie du Big Bang a très vite gagné du succès et de la crédibilité auprès des scientifiques grâce aux preuves évidentes qui la sous-tendaient. Néanmoins, les astronomes qui étaient partisans du matérialisme et qui adhéraient à cet univers infini et éternel se sont tenus largement à l'écart de la théorie du Big Bang afin de rester fidèles à leurs croyances matérialistes. Vers la moitié du XXe siècle, un autre astronome, Fred Hoyle, s'opposa également à la théorie du Big Bang. À cet écart, ce scientifique proposa un autre modèle, celui de la phase de stabilité. Ce modèle s'inspira de l'idée de l'univers infini et éternel mentionné plus haut. En admettant l'hypothèse d'un univers en accroissement perpétuel, il avança l'idée que l'univers était infini à la fois dans sa dimension et dans le temps. D'après ce modèle, il y avait donc une autocréation sans cesse de matière nouvelle qui serait à son tour en quantité suffisante pour permettre à l'univers de se positionner sur cette phase de stabilité. Motivé par l'unique affirmation que ce qui est d'ailleurs à la base même de la philosophie matérialiste, cette théorie est donc complètement différente de celle du Big Bang, dans le sens qu'elle maintient l'hypothèse de la matière existe de manière infinie et éternelle, alors que la seconde proclame justement que l'univers a un commencement. Les disciples de Hoyle et ceux de la théorie de la phase de stabilité étaient donc de fervents opposants à la théorie du Big Bang, et ce, pendant des années. Et pourtant, alhamdoulilah, la science, elle a travaillé contre eux, tous les deux. On constate, et ce sont évidemment des observations qui nous le disent, que l'univers est extraordinairement réglé. Et que donc il semble reposer sur un scénario qui aurait pris donc naissance avant le Big Bang, qui s'exprime physiquement au moment du Big Bang, c'est-à-dire au moment où l'univers se trouve, comment dire, il passe de l'état numérique ou de l'état informationnel à un état physique, et à ce moment-là, donc on voit que la séquence des événements qui conduit jusqu'à un univers complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Complexe pourquoi? Parce qu'il y a des êtres vivants et conscients d'eux-mêmes dans cet univers-là, et nous ne sommes pas les seuls, il y en a évidemment ailleurs, en ce moment même, dans notre galaxie et dans les autres galaxies. Et bien, tout ça correspond donc à un ordre si vertigineusement réglé que rien n'y est laissé au hasard. Autrement dit, le scénario cosmologique repose sur un réglage d'une extraordinaire précision. On le voit dans les grandes constantes, la constante de la structure fine par exemple, qui règle le comportement du rayonnement électromagnétique. On le voit dans la constante de gravitation. On le voit dans la constante cosmologique qui est présente au moment du Big Bang. On le voit également dans les nombres purs, on le voit dans le nombre pi, qui est extraordinairement réglé lui aussi. Rien n'y est. 1915, et Einstein vient tout juste de découvrir la relativité générale. Quand il applique sa loi à l'univers entier, le savant est surpris et déçu. D'après ses calculs, l'univers devient terriblement instable et semble prédestiné à l'autodestruction. Sous l'effet de l'attraction universelle, les étoiles et les autres objets s'attirent et finissent par imploser. Or, Einstein n'apprécie pas l'idée d'un univers instable et temporaire. Au début du XXe siècle, comme la majeure partie de la communauté scientifique, il considère que l'univers est statique et éternel. Qu'à cela ne tienne, pour sauver l'univers de l'effondrement, le savant imagine une astuce mathématique. Il introduit un nouveau paramètre, la constance cosmologique. Grâce à elle,
l'espace vide devient le siège d'une pression qui empêche le corps de se rapprocher. En somme, c'est une force de répulsion agissant contre l'attraction universelle qu'Einstein fait naître. Einstein lui-même reconnaît que cette constance est laide et qu'elle porte préjudice à la beauté formelle de la théorie. Mais cette constance possède un immense avantage. Elle parvient à faire concilier l'inconciliable, un univers stable et statique et la relativité générale. Elle est donc accueillie favorablement par les nombreux scientifiques. Alors que dit ce monsieur? Il dit que ça s'est produit tout seul. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse. Quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque. Elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien, on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Pas par tous. De son côté, un mathématicien russe, Albert Friedman, ose une nouvelle approche se basant sur les travaux de la relativité d'Einstein, mais sans prendre en compte la constance cosmologique. Il en arrive à la conclusion que l'univers est dynamique et en expansion et qu'il est né d'une seule explosion initiale. Einstein, ne l'entend pas de cette oreille, fermement accordé à son univers statique et éternel, il critique son collègue russe en disant « Les résultats concernant un monde non stationnaire contenu dans les travaux de Friedman me semblent douteux. » Fin de citation. Pourtant, les calculs du mathématicien sont parfaitement corrects. Friedman n'a pas eu le temps de défendre ses idées. En 1925, il contracte la fièvre typhoïde et il meurt dans le quasi-anonymat. L'idée d'un univers en expansion ressurgit quelques années plus tard en la personne de Georges Lemaître, prêtre et cosmologiste belge. Il s'intéresse à l'histoire de l'univers et conclut que celui-ci a débuté sous la forme d'une petite région compacte qui s'est ensuite dilatée pour devenir l'univers que nous connaissons. En effet, Lemaître décrit pour la première fois le Big Bang. Entre-temps, Einstein n'a pas changé d'avis et lors d'un congrès à Bruxelles, à Lemaître, je cite ses propos, « Vos idées sont correctes, mais votre physique est abominable. » Fin de citation. Bref, par 2 fois, Einstein aura rejeté violemment l'idée du Big Bang et il dit plus tard, au cours de sa carrière, que c'était la plus grande erreur de sa carrière. En tout cas, en 1948, Georges Gamow poussa les calculs de Georges Lemaître un peu plus loin et aboutit à une nouvelle idée concernant le Big Bang. Si l'univers avait été créé à partir d'une explosion soudaine et cataclysmique, il devait y avoir une quantité définie de radiation laissée par l'explosion. Cette radiation devait être détectable et, qui plus est, devait être uniforme à travers l'univers. La preuve expérimentale de Gamow a porté ses fruits en l'espace de 2 décennies. En 1965, 2 chercheurs du nom d'Arno Penzias et de Robert Wilson tombèrent sur une forme de radiation jusqu'à-là non connue, du nom de radiation cosmique de l'arrière-plan. Elle ne rappelait aucune autre forme observée jusqu'à-là dans l'univers. Elle était d'une uniformité extraordinaire, ne pouvait être localisée et ne possédait aucune source définie. En revanche, elle était distribuée en quantité égale à travers l'univers. Il fut vite découvert que cette radiation était un résidu du Big Bang. Gamow fut étonné de la fréquence de la radiation car elle était presque identique à celle découverte par les prévisions des scientifiques. Penzias et Wilson reçurent cette année-là le prix Nobel pour leur découverte. En 1989, George Smoot et son équipe de la NASA ont envoyé un satellite du nom de l'Explorer de l'émission cosmique de l'arrière-plan, appelé le satellite COBE,
dans l'espace. Il n'a fallu que 8 minutes pour que ces instruments efficaces du satellite détectent et confirment les niveaux de radiation déterminés par Penzias et Wilson. Ces découvertes ont démontré l'existence d'une forme dense et très chaude, résiduelle de l'explosion à partir de laquelle l'univers fut créé. Un bon nombre de scientifiques ont reconnu que le COBE avait détecté les restes du Big Bang avec succès. Il existe encore des preuves supplémentaires concernant le Big Bang. L'un d'entre elles s'intéressa au montant relatif d'hydrogène et d'hélium contenus dans l'univers. Les observations ont confirmé le mélange de ces deux éléments calculés par les scientifiques de la théorie. Des résultats contredirent la théorie de la phase de stabilité. En effet, si l'univers avait existé depuis une éternité et n'avait jamais eu de commencement, toute cet hydrogène se serait consumé et serait devenu de l'hélium. Avec de telles preuves, le Big Bang gagna presque la totalité de la confiance du monde scientifique. Dans un article paru en octobre 1994 dans la revue Scientific American, son auteur attesta que le Big Bang était la seule théorie qui pouvait expliquer l'expansion constante de l'univers et d'autres résultats empiriques. En tout cas, Inch'Allah, vous allez trouver les liens de cette vidéo sur la vidéo. Et maintenant, laissant la science occidentale et allant voir ce que le Coran dit à l'origine de l'univers. La science de la cosmologie moderne, observationnelle et théorique indique clairement qu'à un certain moment dans le temps, l'univers entier était rien qu'un nuage de fumée, c'est-à-dire une composition gazeuse très chaude, opaque et extrêmement dense. C'est là un des principes incontestés de la cosmologie moderne. Les scientifiques peuvent maintenant observer de nouvelles étoiles se former à partir des restes de cette fumée. En tout cas, concernant ce nuage de fumée, Allah Ta'ala wa Tabaraka dit dans le Coran concernant cette fumée, dans le sens d'une verset dans une traduction rapprochée, où Allah Ta'ala wa Tabaraka dit il s'est adressé au ciel qui était alors fumé. Et fin de verset. Coran dans le chapitre 41, verset 11. Parce que la terre et le ciel se sont formés à partir de cette même fumée, nous en concluons que la terre et le ciel étaient au départ joints en une seule entité. Ensuite, à partir de cette fumée homogène, ils ont pris forme et se sont séparés l'un de l'autre. Et en tout cas, Dieu dit, exalté dans sa grandeur, dit dans le sens du verset. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. C'est dans la sourate 21, verset 30. Concernant ces deux versets, le docteur Alfred Kroner est un géologue mondialement reconnu et dénommé, et il dit, il est professeur de géologie et président du département de géologie à l'Institut des sciences de la Terre de l'université Johannes Gutenberg à Mainz, en Allemagne. Et il a déclaré, je cite, « Quand on sait d'où venait Mohammed, je crois qu'il est pratiquement impossible qu'il ait pu avoir connaissance de choses comme l'origine de l'univers, parce qu'il y a que quelques années que les scientifiques ont découvert, et cela à l'aide de méthodes technologiques très avancées et compliquées, la vérité à ce sujet concernant les phénomènes du Big Bang. Il a dit aussi, il y a 14 siècles, quelqu'un qui ne connaissait rien à la physique nucléaire ne pouvait, à mon avis, être en position de découvrir, rien qu'avec sa raison, par exemple, que la terre et le ciel ont la même origine. Allahu Akbar. Et nous verrons, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie et l'envie, nous verrons, Inch'Allah, dans le prochain épisode, l'expansion de l'univers. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la sincérité. Et je vous souhaite, mes frères et sœurs, la paix. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.